À l'appel de l'influent président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Dicko, et du shérif de Nioro, Boye Haïdara, un dirigeant religieux musulman très respecté, les travées du stade du 26 mars, le plus grand de la capitale Bamako, se sont remplies dès le début de la matinée de dimanche. En compagnie de plusieurs dizaines de milliers de partisans, Mahmoud Dicko a dénoncé la malgouvernance du gouvernement malien. Il a également demandé la démission immédiate du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, que les milieux religieux ont critiqué lors d'une récente controverse, née d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, prônant une approche tolérante de la question de l'homosexualité. Le ministre qui est à la tête du gouvernement doit démissionner. Avant, ils se cachaient pour le faire. À présent, ils le font en flagrance. Il s'agit des homosexuels, lesbiennes et de toutes ces personnes maudites. Mais comment on peut imaginer que dans notre pays, que l'on dise que cela sera enseigné aux enfants dans les écoles? Non! Non. Tout cela doit s'arrêter obligatoirement dans le pays. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. On aurait dit qu'il n'y a pas de président dans le pays. Né dans la région de Tombouctou et formé notamment en Arabie Saoudite, l'imam Dicko a été impliqué dans des efforts de médiation pour résoudre la crise née lorsque le nord du Mali était tombé aux mains des djihadistes en 2012. Pour son meeting, l'imam Dicko, qui entretient des relations en dents de scie avec le chef de l'État malien, a refusé l'aide financière de 50 millions de francs CFA proposée par le gouvernement, qui aurait selon lui vidé de sa substance le rassemblement, ses proches dénonçant une tentative de récupération. Ça fait presque 1 an qu'elle est en captivité. Je supplie le gouvernement de ne pas oublier les promesses qu'ils nous ont faites. Le président m'a téléphoné et m'a assuré qu'il ferait tout son possible pour le retour de Léa et si Dieu le veut, elle reviendra. Il m'a envoyé des messages 3 fois quand j'étais à Dapchi et il nous encourageait à ce que Léa revienne avec la volonté de Dieu. Nous voulons lancer un appel au gouvernement fédéral, comme la mère de Léa l'a fait, pour que, sur la base des promesses qu'ils ont faites, ils fassent tout leur possible pour que Léa soit remise en liberté. J'ai toujours confiance et j'espère que Léa sera libérée de captivité avant le 19 février. L'histoire de Léa est un exemple incroyable de défense de sa foi et elle l'a fait malgré la captivité et le danger. Lorsqu'on lui a demandé de renoncer au Christ, elle a refusé et c'est cette bravoure et cette intégrité qui ont inspiré la Fondation Léa à défendre des filles comme Léa et à leur donner les moyens de se prendre en main aujourd'hui. Tout en refusant de commenter l'acquittement en première instance de l'ancien président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale en janvier dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est interrogé sur la responsabilité des morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Quelqu'un doit bien être responsable de ces 3000 morts. J'espère que la justice fera la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une interview à Radio France Internationale depuis Addis Abeba, diffusée lundi. Nous continuons nos enquêtes pour savoir ceux qui sont responsables, a précisé Alassane Ouattara, qui a toutefois accordé en août une amnistie à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivie ou condamnée dans le cadre de la crise ivoirienne. Le président a refuté toute pression de la Côte d'Ivoire sur la Cour pénale internationale dans le but de prolonger la détention ou le procès de Laurent Gbagbo. En ce qui concerne la démission de Guillaume Soro de son poste de président de l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara a déclaré que c'est son choix, sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé, a-t-il ajouté. Pour finir,
Alassane Ouattara a affirmé qu'il souhaite que la présidentielle de 2020 se passe comme en 2015. Ils sont très jeunes. Ils veulent être députés ou présidents. Désormais au Nigeria, il faut avoir au minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle, au lieu de 40 ou 30 ans par les aspirants gouverneurs et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. En matière de renouvellement de la classe politique nigériane, les avis sont partagés sur l'impact de cette loi. Cette dernière réduit de 5 ans l'âge des personnes qui aspirent à être députés, sénateurs ou candidats à l'élection présidentielle. La conséquence ne s'est pas fait attendre. De nombreux jeunes ont été sélectionnés pour les élections locales et pour la présidentielle de cette année. On parle d'environ 1500 jeunes engagés dans la course électorale. Sur le fond, ces jeunes apportent des propositions concrètes. Ils promettent un accès à l'eau potable, de meilleurs services de santé ou encore une meilleure gestion du secteur de l'énergie. Par ailleurs, un incendie a dévasté un bureau de la commission électorale dans le centre du Nigeria, détruisant du matériel électoral, dont des urnes, à quelques jours des élections présidentielles et législatives du 16 février. Dans cette affaire, au jour d'aujourd'hui, l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la position de l'État, c'est qu'il ne saura l'exécuter en l'État. Ce qui est totalement contraire aux accords que nous avons pris, aux traités que nous avons ratifiés. Et on l'a dit, le Bénin fait partie des rares pays à avoir souscrit à la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait ça, la décision de la Cour, c'est comme une décision d'une juridiction intérieure, mais qui est au sommet de toutes les juridictions intérieures. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des équatures pour exécuter cette décision-là. Donc rien ne peut justifier qu'on ne l'exécute pas. Le second volet, le pouvoir a été fait de façon schématique le 19 octobre 2018. La loi, l'article 50, on vous l'a lu, donne 1 mois pour que le dossier soit transmis. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Il a joint à cette correspondance la lettre par laquelle il a transmis le dossier au procureur spécial avec la preuve, la décharge du courrier de son cabinet. Donc, c'est clair que le dossier a atterri entre les mains du parquet spécial le 22 novembre 2018. Ce qui est déjà même hors délai. Mais il se trouve que 2 mois et demi après, ce dossier n'a pas bougé. Les avocats de la défense, sans désemparer, se réservent le droit de faire engager dès lundi 11 février 2019 des poursuites répressives appropriées à l'encontre de M. Gilberto Bonon, ex-qualité procureur spécial près la Criette. Le collectif d'avocats représentant l'opposant camerounais Maurice Kamto et ses militants emprisonnés a dénoncé le traitement infligé à ses clients. En violation du code de procédure pénale, estime la défense, ils sont privés du droit de visite et d'assistance de leurs avocats. Selon eux, cette absence de droit ne s'applique qu'aux partisans de Kamto qui sont détenus au commandement central du groupement mobile d'intervention, au secrétariat d'État à la défense et au groupement spécial des opérations, 3 unités spéciales de police et de gendarmerie camerounaise. Aux avocats, il a été opposé une obligation d'autorisation du commissaire du gouvernement. Les avocats affirment avoir joint le commissaire du gouvernement qui les a renvoyés vers le procureur général. Ils estiment que cette situation constitue une entrave à l'exercice professionnel des avocats et une violation grave des droits fondamentaux de leurs clients. Arrivé 2e à la présidentielle d'octobre, Maurice Kamto conteste toujours les résultats et s'estime président élu. Il a été interpellé le 28 janvier. Le gouvernement nigérian avait en 2018 tablé sur une croissance de 2% en vue de soutenir une économie encore convalescente. Elle qui connaît depuis 2017 une reprise fragile après la pire récession qu'ait connue le pays en 25 ans.
La croissance du PIB a accéléré en fin 2015, s'établissant à 2,38% au quatrième trimestre, après 1,81% au troisième trimestre. Le géant d'Afrique de l'Ouest avait en effet vu son économie se contracter de 1,5% en 2016, dans un contexte de baisse de ses revenus pétroliers et de pénurie de devises étrangères. La production pétrolière, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation, avait également chuté en raison d'attaques rebelles répétées contre les infrastructures d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Selon le Bureau national des statistiques, la croissance nigériane a enfin retrouvé son niveau d'avant-récession et d'avant l'élection du président Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat lors du scrutin prévu samedi. Toutefois, selon l'économiste de l'agence Bloomberg, pour la plupart des électeurs, la croissance n'a jamais été aussi faible que durant les 4 années du mandat de Buhari. Un constat qui pourrait jouer en faveur du principal candidat de l'opposition, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qui est vu comme le candidat pro-business. L'administration Buhari prévoit une croissance économique de 3% en 2019, tandis que le Fonds monétaire international l'a récemment estimé à 2% dans ses prévisions. Alors que la date des élections législatives au Bénin approche, le défi de la participation citoyenne reste un enjeu majeur. Le vote massif de tous les électeurs constituant une garantie fondamentale pour la tenue d'élections crédibles, inclusives et acceptées par tous, quelques acteurs de la société civile ont pris l'initiative de sensibiliser la population béninoise. Par cette campagne de sensibilisation et d'éducation civique électorale, ils entendent encourager la participation effective des électeurs le jour du vote, tout en leur transmettant l'ensemble des informations utiles au plein exercice de leurs droits. La plupart des citoyens contactés ont les cartes LEPI. Ceux-là qui n'en ont pas et qui ont eu à perdre cela, nous leur avons demandé simplement d'aller vers les délégués et de s'inscrire afin qu'on puisse leur faire un duplicata. Je crois que beaucoup ont été réticents par rapport à l'aspect où il leur demande de payer 1000 francs avant de pouvoir avoir cette duplicata. Mais nous l'avons expliqué que cela est important. De faire le sacrifice pour le bien de la nation, de pouvoir avoir cette carte et de participer aux élections. L'autre aspect aussi, c'est que beaucoup ont les cartes d'électeurs et ils ont, en dehors de ces cartes aussi, ils ont eu droit auprès de certains partis d'un document sur lequel il y a toute leur identité, mais aussi avec un numéro, le numéro de la carte LEPI. Nous leur avons dit qu'il n'est pas du tout opportun d'aller vers cette stratégie et de se laisser berner ainsi par certains partis de la place. Ma carte d'électeur, je la garde jalousement. Je me déplace tout le temps avec elle. Avec la population actuellement qui est un peu découragée, il faudrait la sensibiliser pour qu'elle sorte pour que l'élection se passe et se déroule très bien. La société civile entend poursuivre cette croisade de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national afin de montrer à la population qu'elle a un rôle particulier à jouer, celui d'apprêter sa carte et d'aller aux élections. Donc, je salue la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur de faire de sorte que nous puissions être accompagnés par les forces de police. C'est une excellente chose. Ça va permettre qu'on ne puisse pas faire l'objet de provocations, mais aussi à cette étape, je ne suis pas en mesure de participer à un débat dans lequel ne se retrouveraient que des candidats de l'opposition. C'est passer le temps à amoindrir nos chances. Aujourd'hui, nous devons faire un bloc. Nous sommes le camp du changement. Nous devons faire de sorte que toutes les coalitions en lice puissent avoir le maximum de suffrages pour amener le président Macky Sall au deuxième tour. Comment se passe la collaboration avec